Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Azadeh, je représente le comité de soutien aux droits de l'homme en Iran, le CSTHI que vous connaissez tous, et je vais animer cette visioconférence de ce soir. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement chacune et chacun d'entre vous pour votre présence ce soir. Le programme de ce soir se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, nous avons le plaisir d'écouter notre invité, Monsieur Afshin Alavi, membre de la Commission des Affaires étrangères du Conseil national de la résistance iranienne, sur la situation en Iran depuis la guerre de 12 jours. Et nous essaierons de mieux comprendre quelles sont les options possibles pour l'avenir ainsi que le rôle du peuple iranien dans cette dynamique. Et puis, dans un deuxième temps, nous passerons à une séance de questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà noter vos questions dans le chat ou bien sur papier. Cela nous permettra d'avoir une discussion plus riche dans la deuxième partie. Avant de donner la parole à Afshin Alavi, je vais faire le point sur la situation actuelle des droits humains en Iran, qui ne cesse de se détériorer de façon dramatique. Depuis la récente guerre au Moyen-Orient, le régime iranien profite de la situation pour intensifier la répression intérieure. La législation adoptée récemment au Parlement va dans le sens d'une criminalisation, excusez-moi, encore plus large des opinions et d'un usage accéléré de la peine de mort pour faire taire toute voix de dissidente. On fait même allusion dans la presse officielle au massacre des prisonniers politiques durant l'été 1988, à la fin de la guerre Iran-Irak, laissant craindre davantage de répression sauvage. Le 13 juillet dernier, un exemple tragique nous l'a rappelé, 3 prisonniers politiques, Farshad Etemadi Far, Massoud Jamei et Alireza Mardassi ont été tous les 3 condamnés à deux fois à double peine de mort après 2 ans de torture et d'isolement. 2 autres, Saman et Davoud Hormatnejad, ont écopé de 12 et 15 ans de prison. Ces condamnations ont été prononcées par la première chambre du tribunal révolutionnaire d'Ahvaz sous prétexte de Moharebe, guerre contre Dieu, et leur appartenance à l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran et propagande contre le régime. Farshad, originaire du sud de l'Iran, avait déjà été emprisonné en 2018. Massoud, enseignant de 47 ans, est atteint de plusieurs maladies graves, dont un cancer de l'estomac, mais reste détenu dans des conditions vraiment inhumaines. Ces verdicts montrent l'état de panique du régime. Ali Khamenei croit pouvoir empêcher l'explosion de colère populaire avec la corde des exécutions, mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que la peur ne fonctionne plus. Chaque injustice renforce la détermination du peuple. Et face à cela, il y a bien sûr l'espoir. Le 8 juillet dernier, 159 députés français issus de tous les partis ont annoncé leur soutien à une déclaration historique devant l'Assemblée nationale, la déclaration à l'initiative du CPID. Un grand merci tout particulier à celles et ceux qui ont contribué à la campagne de signature auprès des députés français. Grâce à votre mobilisation, nous avons pu franchir un cap important. Ils ont exprimé leur soutien au peuple iranien, à sa résistance organisée et appelé à la désignation du corps des gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste. C'est un message très fort qui dit aux femmes, aux jeunes, aux prisonniers en Iran que la France démocratique vous entend et vous soutient. Cette déclaration plaide aussi pour une troisième voie, ni guerre ni complaisance, une solution démocratique
et iranienne existe, portée par le plan en 10 points de Mariam Rajavi, qui appelle à une république laïque et démocratique, l'abolition de la peine de mort et un Iran non nucléaire, mais libre et souverain. Ce soir, je veux lancer un appel. Ne normalisons pas l'horreur, ne restons pas silencieux face aux pendaisons. Nous avons une responsabilité morale et politique en tant que citoyens, militants, journalistes, élus, c'est d'agir. Merci à vous d'être là. Merci pour vous, pour votre engagement à tous. Je ne vais pas maintenant prendre plus votre temps et je vais faire place à notre invité, Monsieur Afshin Alavi, pour entrer dans le vif du sujet. Monsieur Alavi, à vous la parole. Merci beaucoup, Azadeh. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la voix est bonne? Bonjour, Oui. bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir et je vous remercie d'avoir consacré votre temps à suivre et vous intéresser à la question du combat du peuple iranien et de ce qui se passe si loin, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Pour enchaîner sur ce que Azadeh vient de dire, j'aimerais ajouter sur la question des violations des droits de l'homme qu'elle a évoquées et les mesures répressives à l'égard des militants ou dans les prisons, que hier, il y a eu une démarche hors du commun de la part du régime qui a essayé de transférer de sa prison de Reza el-Assar le prisonnier politique le plus ancien de l'Iran, Saïd Mansouri, qui a essayé de le transférer dans un lieu inconnu. On ne sait pas si c'est pour justement commettre un crime de plus ou si c'est pour le transférer dans un lieu encore plus compliqué et difficile, comme il en a fait pour beaucoup d'autres prisonniers en les transférant d'Evin vers des prisons qui sont encore plus insalubres et dans des conditions extrêmement déplorables. Et les prisonniers se sont mobilisés pour empêcher que les gardes l'emportent, mais ils ont pas pu le faire, mais ils ont promis que samedi, ils vont effectivement tenter de le faire. Saïd Mansouri est en prison depuis 25 ans, sans même un seul jour de permission et de sortie de prison. Il a lui-même envoyé un message et il a dit que ce rapt déguisé en transfert ne me vise pas uniquement, il s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'isolement du musulman et puis des prisonniers et vise à intensifier la répression et insister sur les exécutions et des massacres exactement comme en 1988. Vous le savez tous que en 1988, à la fin de la guerre, justement, une autre guerre, la guerre Iran-Irak, où le régime a été obligé d'accepter le cessez-le-feu, il a procédé à énormément d'arrestations et à l'exécution des prisonniers qui étaient en prison déjà, dont la majorité étaient des militants de l'OMPI, et a procédé à ce massacre pour combler en fait sa faiblesse après 8 ans de guerre et le fait qu'il a été contraint d'accepter un cessez-le-feu dans cette guerre qui était une aubaine pour le régime parce que ça lui permettait de continuer à museler la société. Alors, dans cet esprit, Saïd Mansouri, il met en garde contre justement des crimes de même genre qui pourraient être commis aujourd'hui. Il a dit que cette fois, le monde doit entendre qu'un crime est en train de se dérouler et qu'une résistance s'oppose à ce crime. Et en tant que prisonnier politique sympathisant des Moudjahidines du peuple, il est hors de question de reculer d'un pas sur le chemin de la liberté et de la dignité, malgré la prison, les déportations et les exécutions.
il y a aussi des appels qui ont été formulés de la part des prisonniers pour défendre Saïd et également justement appeler, on voit justement la photo de Saïd Mansouri, qui est un prisonnier extrêmement respecté et populaire à l'intérieur de l'Iran, et donc c'est un étape de plus dans la répression que le régime veut franchir avec le transfert de ce prisonnier emblématique. Pour venir à notre discussion de ce soir, en fait, ce qu'on vient de dire est très en rapport parce que nous assistons précisément à une série de mesures de répression après la fin de la guerre de 12 jours que le régime a prises, notamment en faisant énormément d'arrestations dans différents milieux, dans des milieux des sympathisants de l'OMPI également. Et vous savez que la prison d'Evin a été bombardée ou en tout cas reçu des projectiles qui étaient lancés peut-être par des drones, peut-être par des missiles, mais de toute façon, le régime a procédé au transfert des prisonniers, notamment des prisonniers politiques qui se trouvaient dans cette prison, vers des prisons à Téhéran et ailleurs et en province qui sont extrêmement difficiles à supporter et où justement sont entassés les prisonniers. Or, le prétexte, c'est le fait que Evin a été touché. Mais en fait, le projet de transfert des prisonniers vers vers des lieux où les conditions sont encore plus dures et plus difficiles, est un projet ancien du régime et il avait l'intention précisément de rendre la vie beaucoup plus dure encore aux prisonniers et il a saisi cette occasion et ce prétexte pour essayer de appliquer ce déplacement et cet exil forcé des prisonniers en utilisant justement les bombes qui sont tombées sur Evin de manière totalement incompréhensible. Alors, dans ce contexte, on voit que ce régime est en train de s'élancer dans le même élan qu'il avait auparavant. Hier, il y a eu un discours du guide suprême du régime, Ali Khamenei, le dictateur en place, après un long silence après la guerre, et il s'est exprimé donc le 16 juin devant des responsables du pouvoir judiciaire. Alors, le discours, si je veux le résumer, c'était la même posture intransigeante. Il a déclaré que le régime est totalement prêt à répondre à des attaques, qu'il va infliger des coups encore plus sévères, que la nation elle est unie. Il a lui-même appelé à l'unité nationale face aux ennemis, etc. Et a appelé à coordonner ou renforcer en fait les différentes institutions, à la fois militaires et diplomatiques, et exigeait de la diplomatie du régime d'être sans faiblesse. Et il a surtout mis en garde les critiques internes et en particulier les pressions venues de la base et désignant en fait les voix dissidentes ou les contestataires et qualifiés de nuisibles en fait et susceptibles de semer le désordre psychologique. Ce genre de propos qui compromettraient en fait la confiance publique, etc. Alors ce discours, près de 23 jours après l'annonce du cessez-le-feu, fait apparaître cette réalité que le régime craint précisément, et à travers ce que vient de dire Ali Khamenei, plusieurs contradictions au sein de son régime. D'abord, cette grande fossé entre le peuple et le régime lui-même. Il a voulu le dissimuler en fait dans ses propos.
alors que la population n'a pas fait, comment dirais-je, front derrière le régime lors de cette guerre. La deuxième chose, c'était les divergences au sommet du régime que dans les propos apparaissent et qui montrent qu'il y a des différentes voix qui s'élèvent, qui critiquent, etc. Le comportement qui a été fait et qui a abouti précisément à recevoir des coups qui ont été terribles pour le régime. Et puis, notamment, cette divergence entre l'appareil exécutif et l'appareil militaire et de renseignement et des divergences de vues à ce niveau-là. Ce que montre ce discours, en gros, en fait, si on veut faire un bilan de ce qui a été fait, c'est que les thèses qui disaient qu'il fallait négocier avec le régime, qu'il fallait mener une politique, disons, complaisante. C'est un petit peu la voie qui a été défendue pendant des années et des années par les diplomaties des pays européens, des États-Unis. Et cette voie, en fait, qui disait que si nous négocierons pas, nous aboutirons à une guerre avec le régime. Donc, entre le choix entre la guerre et les négociations, on choisit les négociations. Ça veut dire les concessions. C'est-à-dire que se plier aux exigences des mollahs, lui donner des paquets encourageants pour essayer de l'amadouer ou de changer son comportement. Alors d'abord, un premier bilan qu'on peut faire des événements qui se sont produits, c'est que cette politique, elle a échoué. Elle a complètement échoué. Et cette politique de complaisance n'a pas pu empêcher la guerre. Quand je dis elle n'a pas pu empêcher la guerre, parce qu'il y a une responsabilité très grande de Khamenei, d'Ali Khamenei lui-même. Il avait le choix entre faire des concessions sur son programme nucléaire ou l'abandonner et obtenir en tout cas un compromis ou une paix avec les pays dont il est belligérant ou les Occidentaux. Cette option, en fait, pour lui, il était impossible. En tout cas, c'était l'équivalent de se suicider, surtout avec les antécédents qu'il y avait avec des pays comme la Libye qui avait cédé en fait son programme nucléaire et finalement il était renversé. Donc, pour le guide suprême, il était hors de question de céder sur ce plan-là. Et il savait qu'en refusant d'aboutir dans le domaine des négociations et en continuant à gagner du temps, il risquait la guerre. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, les négociations ou la politique de complaisance à l'égard des mollahs, et en particulier de ce mollah tout particulièrement, c'est-à-dire Ali Khamenei, elle n'a pas donné de résultat, au contraire, elle a entraîné une guerre. La deuxième chose, c'est que ceux qui étaient des partisans de la guerre, de l'option de la guerre, en pensant que c'est avec la guerre qu'on peut renverser un régime comme ça, ou avec des bombardements ou des interventions étrangères, eh ben, le résultat a montré le contraire. C'est-à-dire qu'elle a prouvé que ce n'est pas à travers des bombardements ou une guerre de ce genre qu'on peut renverser un régime depuis l'étranger, même si ce régime est dictatorial et du mode de fonctionnement qu'est le régime théocratique et dictatorial et religieuse en Iran. Alors, aujourd'hui, en faisant ce constat, si on le met à côté du discours que le guide suprême vient de prononcer, le guide suprême du régime vient de prononcer, il y a aucun doute que si on continue comme ça, tant que ce régime est sur place,
tant qu'il est maintenu, tant qu'il continue à sévir, la possibilité qu'il continue son programme nucléaire est toujours là, et la possibilité qu'il y ait encore d'autres guerres est également toujours là. Et c'est un régime qui a reçu des coups, il est affaibli certainement. Ça prendra du temps pour combler en fait les dégâts qu'il a subis, y compris dans son programme nucléaire. Mais ce qui est évident, c'est qu'il est en train de poursuivre sur la même voie et il n'a pas l'intention de fléchir ou de céder sur ce terrain-là. Par conséquent, la conclusion qu'on peut tirer de cela, c'est que l'unique option pour qu'on en finisse avec à la fois ce danger et cette menace du programme nucléaire du régime, la menace du régime lui-même envers sa propre population et envers les populations de la région et le monde entier, c'est que le peuple iranien lui-même renverse cette dictature religieuse. Je dis bien le peuple iranien lui-même avec sa résistance. C'est ce qui est le thème principal en fait de notre discussion de ce soir. Je voulais vous faire part également, avant d'aborder cet aspect de la chose, c'est-à-dire la perspective ou la solution et comment il faut agir. Il y a un rapport confidentiel du Conseil suprême de sécurité nationale du régime récent, qui en fait, le Conseil suprême de sécurité nationale, c'est les plus hautes autorités du régime c'est la plus haute instance qui décide des décisions stratégiques et militaires et sécuritaires, qui est bien sûr chapeautée par le guide suprême lui-même. Et leur analyse de la situation, c'est que ils seront face à une intensification des mécontentements populaires et prévoient une situation très critique et fragile à l'avenir. Donc, il n'exclut pas l'éventualité d'une autre guerre ou de la poursuite de la guerre sous une autre forme. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de durcir la situation des prisonniers, de procéder justement à des arrestations très larges. Et ils prévoient que les activités de la résistance iranienne va s'amplifier et il se planifie pour se parer à cette éventualité aujourd'hui face à ce qui pourrait être un nouveau soulèvement en Iran. Alors, sur ce plan, il se constate précisément la situation économique qui est désastreuse en fait. Il y a des pénuries actuellement de biens de première nécessité. La distribution n'est pas encore déficitaire, mais les prix ont continué à augmenter, le prix du riz, continuellement des fruits, des éléments de première nécessité, ce qui fait que une partie de la population est incapable justement de trouver les biens. Il y a également la hausse du taux de change et puis tout cela a fait que, alors que pendant un certain temps, avec la guerre et les bombardements, nous avons assisté à comment dirais-je, à une absence ou un arrêt des différentes formes de mécontentement sociaux et de manifestations qui avaient lieu avant la guerre en Iran. Et nous assistons aujourd'hui à des reprises de rassemblements sociaux et des manifestations de tout genre. Par exemple, des boulangers qui ont vu le quota de farine qui leur était accordé a été baissé énormément. Les retraités, les différentes couches de la société, des ouvriers de différents secteurs, y compris pétroliers et gaziers, donc qui commencent
et a enchaîné les mouvements sociaux. Et très récemment aussi, à la suite comment dirais-je, des barrages qui ont été installés après la guerre dans les différentes régions, à Hamadan, des miliciens ont assassiné, ont tué deux jeunes et blessé un autre. Et lors de son enterrement, de leur enterrement, je pense que c'est le 3 juillet ou le 4 juillet, nous avons assisté à une manifestation monstre de la population lors de l'enterrement, dans lequel la foule reprenait des slogans qui étaient des slogans du mouvement du soulèvement de 2022, c'est-à-dire abat le tyran, on va tuer celui qui a tué nos frères, ou des slogans l'ennemi est ici, ce n'est pas l'Amérique. Bien sûr, ce slogan, ce n'est pas un slogan, comment dirais-je, de sympathie vis-à-vis des États-Unis ou d'un pays étranger. C'est uniquement pour dire que la propagande du régime qui veut mettre sur le dos de l'étranger les problèmes de l'Iran et essayer de réunir la population autour du pouvoir en place, ben, la population n'est pas dupe de cela. Et donc, ces manifestations ont été des signes avant-coureurs d'une période que aujourd'hui le régime, notamment dans cette analyse du Conseil suprême de la sécurité nationale, le craint énormément et donne des différentes possibilités, notamment qu'un soulèvement puisse éclater à la fois au niveau des problèmes économiques, ça peut être au problème des protestations des familles des prisonniers politiques qui sont très mécontents du comportement que le régime a fait vis-à-vis de leurs prisonniers, et également une possibilité que des mouvements syndicaux, des mouvements de réaction vis-à-vis des hausses des prix de consommation, et tout cela aboutisse justement à des comment dirais-je, des émeutes ou des soulèvements. Et surtout, ce qui inquiète énormément le régime, ce sont les activités de protestation que mènent les unités de résistance de l'OMPI à l'intérieur de l'Iran. Et c'est une option de déclic d'un mouvement de soulèvement que le régime prend en compte. Et certains ont parlé, en fait, des anciens députés ou des gens au sein de ce régime ont parlé que le régime est sur un volcan endormi qui peut éclater à tout moment. Et cette situation dont je vous parle, c'est une situation, cette analyse, en fait, elle était vraie également avant les bombardements et avant la guerre. Donc, ce n'est pas un fait nouveau, mais c'est un fait que, bien entendu, avec un régime encore plus affaibli qu'avant, ces options inquiètent énormément le pouvoir en place. C'est pour cela qu'il a pris des mesures de répression qui sont draconiennes et qui est en train de traverser des phases d'agissement qui rappellent un peu la période de 1988 à la fin de la guerre Iran-Irak, qui sont extrêmement inquiétants pour la population et pour les prisonniers. Alors, je passe brièvement aussi à la deuxième partie de cet échange avant que vous puissiez poser les questions éventuelles que vous avez. C'est sur finalement qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, je vous ai parlé de ce faux dilemme qui est pendant 40 ans a survécu et a été comment dire, alimenté, notamment ici en France ou en Europe ou même aux États-Unis, selon lequel, bon, finalement, il y a ces deux options entre la complaisance, en espérant un changement de comportement des mollahs, ou la guerre, comme un moyen de pression sur le régime qui pourrait soit le faire plier, soit aboutir à des changements.
Maintenant que ces options ont montré leur incapacité, c'est-à-dire la complaisance n'a pas empêché le conflit et la guerre n'a pas changé durablement le régime. Donc, la solution que la résistance iranienne a toujours défendue, c'était une troisième voie. Elle s'est opposée toujours à ces deux options en disant qu'il y a une troisième voie. Et dans ces calculs, complaisance ou guerre, etc., ce que on a oublié de prendre en compte, c'est la volonté du peuple iranien. C'est l'existence d'une résistance pendant 40 ans, pendant 44 ans contre ce régime. On l'a ignoré. Et donc, on est resté dans ce jeu de dupe entre, voilà, la solution, c'est là ou celle-ci ou l'autre. Et alors qu'il n'y avait aucun salut dans aucun. Cette option a été défendue il y a très longtemps par la résistance iranienne. La présidente élue du CNRI, Madame Mariam Rajavi, du CNRI, c'est le Conseil national de la résistance iranienne, c'est la coalition qui englobe les forces démocratiques contre le régime, a proposé il y a 20 ans en fait cette troisième voie lors d'une intervention qu'elle a faite au Conseil de l'Europe, si je ne me trompe pas, dans lequel elle a dit ni complaisance ni guerre, mais un changement par le peuple iranien lui-même, soutenu par une résistance organisée. C'est ça la solution. Je pense que nous avons peut-être, je ne sais pas si on a ce passage de ce discours il y a 20 ans de Madame Rajavi, si on peut le passer, ça sera un bon rappel pour nous tous. Est-ce qu'on l'a? Oui, je crois que oui. Oui. Aujourd'hui, le monde est placé devant un choix dangereux. D'un côté, la perspective de voir une dictature intégriste se doter de l'arme atomique et d'un autre côté, la perspective d'une nouvelle guerre dans la région. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que la communauté internationale n'est pas obligée de choisir entre des mollahs avec la bombe atomique ou la guerre. Il existe une troisième voie, un changement démocratique par le peuple iranien et sa résistance organisée. Faire des concessions aux mollahs ne permet pas d'éviter la guerre. Au contraire, cela augmente la possibilité d'un conflit. Il faut agir rapidement. Il ne reste plus beaucoup de temps. Merci beaucoup. En fait, comme on peut le voir, donc la résistance avait en quelque sorte prédit cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Malheureusement, les chancelleries et les États n'ont pas suffisamment fait attention à cette mise en garde. Et aujourd'hui, on voit les conséquences en fait de ces politiques qui nous ont menés. Alors, maintenant que l'option du changement du régime est une option qui devient sérieuse dans les esprits, il y a un certain nombre de nouveaux mythes qui apparaissent, des mythes que le régime lui-même propage pour bloquer tout changement, notamment, et certains lobbies qui veulent rendre service par intérêt pour le régime, comme quoi, le régime iranien serait invincible. Il a survécu à la guerre. Il n'y a pas eu de soulèvement, donc la guerre durant la guerre, donc ceci prouverait sa stabilité, ou que le régime, s'il change, ça mènerait au chaos, comme en Libye, comme en Irak ou ailleurs. Et en fait, ces récits, ils servent à nier l'existence
d'une alternative crédible et aussi discréditer l'opposition en même temps pour dire que voilà, finalement, on n'a pas d'autre choix que de supporter ces mots-là tant qu'ils sont là. Et dans la première option, en fait, les seuls qui pensaient, comment dirais-je, ou s'imaginaient ou prenaient leurs rêves pour des réalités comme quoi, au moment de la guerre, le régime se renverserait et que finalement, sur des chars ou américains ou sur des, comment dirais-je, depuis des avions israéliens, ils seront parachutés pour prendre le pouvoir. Ça sort de l'esprit un peu enfantin et maladif de gens comme le fils de l'ancien dictateur, Reza Pahlavi, qui s'imaginait que peut-être que c'est comme ça qu'il pourrait justement faire le même coup que Khomeini avait fait au moment de la révolution de 1979, c'est-à-dire profiter d'un vide que le Shah avait fait en emprisonnant et en massacrant les prisonniers politiques, l'intelligentsia, et pour justement voler la révolution iranienne qui n'était pas destinée à devenir une théocratie et qui voulait se débarrasser en fait d'un pouvoir absolu, d'une dictature et d'accéder à la démocratie. Alors, donc, si on pose cette question, pourquoi le régime n'a pas été renversé au moment des bombardements, je réponds que il n'a jamais été question qu'un régime tombe à la suite des bombardements et jamais la résistance iranienne ou le peuple iranien n'ont compté sur ça, sur une intervention étrangère pour pouvoir se débarrasser du régime des mollahs. La deuxième option, la deuxième en fait chose qui est prétendue, c'est que voilà, après moi c'est le déluge, après c'est le chaos, si le régime s'effondre, etc. Il y a une très grande différence entre l'Iran avec des pays comme la Libye ou l'Irak ou ailleurs. Cette grande différence est due au fait que l'Iran, c'est un pays ancien, c'est une grande civilisation qui a toujours maintenu sa cohésion et qui n'est pas une société tribale où coller des morceaux de régions qui appartenaient à différentes puissances ou le fruit de la naissance d'un effondrement colonial du genre du califat ottoman, etc. C'est un pays très ancien qui a sa cohésion et ses minorités religieuses et ethniques sont très attachées à leur iranité, à cette nation et sont avant tout, se considèrent d'abord iraniens et ensuite kurdes ou azéris ou belouches ou leur religion, qu'ils soient sunnites ou chiites. Et donc, cet élément est contraire à cette option que, par exemple, au cas d'effondrement du régime, ça sera le chaos et la désintégration de l'Iran. La deuxième chose, c'est que il y a aujourd'hui une population extrêmement unie, qu'il a montré lors de 5 soulèvements depuis 2017, qu'il est très uni d'une région à l'autre, qui s'est solidarisé lors des émeutes et des soulèvements, notamment en 2022, sur des mots d'ordre qui étaient uniques, identiques dans toutes les régions contre le régime. Le troisième élément, c'est que sur le plan de la société, il y a une force organisée qui agit et qui est un élément, un facteur sur le terrain qui, au moment d'une situation insurrectionnelle, d'une situation de soulèvement, elle agit en tant qu'un facteur de cohésion et un facteur de
comment dirais-je, de direction et d'encadrement d'un soulèvement, ce sont les unités de résistance qui sont éparpillées et qui sont actifs aujourd'hui même dans l'ensemble du pays et qui manifestent justement des actions contre toutes les formes de répression qui existent aujourd'hui. Et c'est un moteur qui a déjà fonctionné dans le soulèvement de 2022, mais depuis 2022, ces unités de résistance sont énormément augmentées au niveau du nombre et au niveau des méthodes d'action et d'expériences d'action qu'ils ont acquises. Et puis, derrière cette unité de résistance, il y a une force structurée que sont les Moudjahidines du peuple, l'organisation des Moudjahidines du peuple, qui a une histoire de 60 ans de lutte contre la dictature du Shah et aujourd'hui de 44 ans de lutte contre la dictature des Mollahs et qui ne s'est jamais compromis dans des alliances avec le régime des Mollahs et a toujours maintenu le cap sur les principes essentiels et fondamentaux en faisant une coalition au sein du Conseil national de la résistance iranienne avec d'autres forces pour un État démocratique et laïque et pour l'égalité des hommes et des femmes, pour l'autonomie de l'ensemble des minorités ethniques en Iran et en donnant toutes les garanties justement d'un État stable au lendemain du régime des Mollahs. Cette coalition du Conseil national de la résistance agit en tant qu'alternative démocratique au régime et s'est doté d'un programme qui est un programme pour la période de transition qui prévoit des structures, des infrastructures qui garantissent justement ce transfert pacifique après le renversement du régime vers la souveraineté populaire, en ce terme qu'il prévoit un gouvernement provisoire de 6 mois qui a pour tâche de préparer les élections législatives pour l'Assemblée législative et qui va également doter l'Iran de sa constitution. Et au bout de cela, la souveraineté est transférée à la population, au peuple iranien. C'est l'objectif que se fixe le CNRI. Et donc, je pense que vous savez que pour la même période, pour ce qui s'est passé en Syrie après l'effondrement du régime d'Assad, de la dictature d'Assad, le nouveau gouvernement syrien s'est donné 5 ans pour la période de transition. Or, dès aujourd'hui, le CNRI, le Conseil national de la résistance, il se donne 6 mois et pas plus, précisément parce que c'est une garantie de démocratie et de confiance pour le peuple iranien. Alors, ces éléments et ces facteurs nous amènent au fait qu'aujourd'hui, le choix n'est plus ni à la guerre ni à la complaisance pour les États étrangers. C'est le vrai choix et de reconnaître ce droit du peuple iranien à résister, de reconnaître cette alternative et cette troisième voie qui est pas une option parmi d'autres, c'est la seule issue crédible en fait et durable pour l'Iran pour qu'elle devienne en fait un pays qui soit un facteur de paix et de stabilité dans la région. Alors, j'ai été un peu trop long, je vais m'arrêter là et puis ensuite, s'il y a des questions, essayer de répondre et de compléter avec les questions, avec les réponses aux questions. Voilà, excusez-moi si j'ai été long. Non, très bien. Merci beaucoup, Afshin, pour votre intervention très éclairante et riche d'enseignements. Elle a apporté une perspective très précieuse qui nourrit profondément notre réflexion de ce soir. On va donner maintenant avant de donner maintenant la parole
aux personnes qui ont d'éventuelles questions, je vais lire plusieurs questions qui ont été écrites pendant que vous parliez. Alors, j'ai d'abord la question d'Isabelle qui dit j'ai vu sur Instagram que Khamenei aurait introduit face aux négociateurs américains l'option de dénucléarisation régionale incluant Iran, Israël et États sunnites. Est-ce exact? Voilà la question d'Isabelle. Alors, j'ai pas vu Khamenei dire cela. C'est une option que le régime avance dans les négociations pour essayer de gagner du temps de la part des autorités du régime, des négociateurs. C'est tout à fait plausible. Maintenant, il faudrait que je vérifie le dernier intervention de Khamenei pour savoir s'il a vraiment dit cela. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question encore d'une autre Isabelle. Il est bien connu que l'Iran veut anéantir l'État d'Israël, mais ne s'agit-il pas d'une volonté des mollahs qui devrait disparaître avec le prochain régime? Alors, je pense que de toute façon, aucun Iranien n'a l'intention d'anéantir un autre État, comment dirais-je, dans la région, mais c'est effectivement des déclarations qui ont été formulées de la part des autorités du régime. Khomeini avait lancé, voilà, on va aller, comment dirais-je, à Jérusalem en prenant Karbala, etc. Dans la guerre Iran-Irak, c'était le slogan qu'il avait donné. Ces intentions, en fait, ce sont des intentions qui ont été exprimées effectivement. Sur le fait de pouvoir les réaliser, il faut avoir beaucoup de doutes, mais de toute façon, non seulement ces menaces, mais également les menaces que le régime a faites vis-à-vis des pays de la région, l'occupation en fait qu'ils ont faite en l'interventionnisme avec le Hezbollah au Liban ou le blocage de la société libanaise ou le soutien qu'ils ont apporté au régime d'Assad en participant au massacre de centaines de milliers de personnes, ou en Irak, le blocage de la situation et de l'évolution de l'Irak à travers les milices ou même au Yémen. Tout cela, en fait, ne pourra prendre fin qu'uniquement avec le renversement du régime. Tant que ce régime est là, il aura besoin de semer les troubles pour survivre, parce qu'il n'a pas de solution pour la société iranienne. Il ne survit qu'à l'intérieur par la répression et à l'extérieur par l'exportation de cet intégrisme et de ces troubles qui le font vivre. Effectivement. Merci beaucoup, Afshin. J'ai une autre question d'Isabelle. Les mollahs et les gardiens de la révolution détenant l'essentiel des richesses, outils de production de l'Iran, le régime ne se réserve-t-il pas la possibilité d'apaiser certains mécontentements en prenant des mesures économiques plus favorables à la population? Effectivement, c'est quelque chose qui revient. Vous avez parfaitement raison de dire que l'essentiel des richesses du pays sont aux mains soit des grandes firmes qui appartiennent aux gardiens de la Révolution ou au Guide suprême, aux fondations religieuses qui sont sous le contrôle du Guide suprême. De toute façon, il n'y a pas trop de différence entre ces deux éléments qui sont les deux faces d'une même pièce. Mais jusque-là, le régime n'a pas su utiliser justement toutes ces richesses dans les intérêts du régime, de la population iranienne. Il l'a toujours utilisé dans le sens de la survie du régime lui-même. Par exemple, on parle du programme nucléaire du régime ou du programme balistique ou de l'appareil de répression. Par exemple, pour le programme nucléaire, il faut savoir que le régime a dépensé
pendant toutes ces années près de 2000 milliards de dollars consacrés justement à ce programme. C'est aberrant, alors que c'est une partie énorme de l'ensemble des richesses qui ont été, comment dirais-je, introduites en Iran par la vente du pétrole pendant le pouvoir en place, ce pouvoir en place. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que soit c'est la corruption et les détournements d'argent à des profits personnels que les mollahs et les gardiens de la révolution ont fait à leur service, soit ça a été consacré au service de la survie du régime. Et je pense que cette priorité de survie du régime n'a absolument pas changé, au contraire, elle augmente encore plus aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de possibilité que le régime aille dans ce sens-là. Quand il y a des mouvements sociaux que vous constatez en Iran, par exemple des retraités ou des ouvriers de telle branche du secteur industriel ou agricole qui sont mécontents, souvent le régime arrive à maîtriser ces mécontentements par des promesses, mais ces promesses sont souvent pas tenues. C'est-à-dire, on fait quelques concessions superficielles, on fait quelques promesses. C'est pour ça que ces mouvements sociaux ne cessent jamais. C'est-à-dire, au bout de quelques mois, ils reprennent, ou au bout d'un an, ça reprend. Les camionneurs, les agriculteurs d'Ispahan, les gens. Aujourd'hui, ce régime est incapable de gérer la situation. Je vous ai parlé de la question du pain aujourd'hui, mais il y a des problèmes encore. L'une des questions des boulangers aujourd'hui, c'est les coupures d'électricité dans le pays qui fait qu'ils sont extrêmement entravés dans leur production. Mais ça, c'est le cas de beaucoup d'autres secteurs aujourd'hui, c'est-à-dire la pénurie d'eau, la pénurie d'électricité. Tout cela sont dus à l'incapacité du régime à pouvoir gérer une société au XXIe siècle, et parce qu'il est anachronique. Donc cette option, après 46 ans d'expérience, je peux vous le dire qu'elle est pratiquement nulle. Très bien, merci Archid. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions écrites sur les messages. J'ai envie de dire que si vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro et de poser vos questions, ça serait beaucoup mieux pour qu'on puisse vous entendre et pour qu'on ne soit pas tout seul à parler. Donc, je vais quand même lire les questions écrites, mais si il y a des personnes parmi vous qui souhaitent prendre la parole, c'est ouvert à tout le monde, donc vous pouvez lever la main et poser vos questions. Alors, j'ai une question d'Alban qui dit qu'on peut entrevoir une double action contre ce régime. Ces deux actions sont de nature et à des buts différents, mais convergents sur les moyens. La lutte intérieure par l'opposition disparate et la lutte extérieure par l'Occident qui serait menacé par ce régime fanatique s'il détenait l'arme atomique. Ainsi, on peut lutter contre ce régime en tant que Perses. Les Iraniens, ce sont des Perses, pas des Arabo-musulmans, entre parenthèses, et ne pas forcément supporter l'idée d'une guerre qui sera l'outil occidental. Voilà, ça c'est ce que dit Alban. Bon, disons que je n'ai peut-être pas totalement compris toute la subtilité de la question, mais bon, les Iraniens sont, bien sûr, il y a des Perses, il y a aussi il y a aussi des Arabes, il y a aussi des Kurdes, il y a aussi des Baloutches, des Turcophones, des Turkmènes, des Lors. Il y a une disparité d'ethnie et de langue, et de religion aussi. Ce peuple, il faut savoir qu'il est uni dans cette volonté de renverser le régime. Il l'a montré, il a payé un prix très lourd. Plus de 100 000 personnes ont été exécutées par ce régime uniquement pour leur opinion politique. Et il est doté d'une résistance qui est
qui est puissante, qui est capable, qui a tous les outils pour renverser le régime. Et ce qui lui a fait défaut jusque-là, effectivement, c'est peut-être ça rejoint la partie où vous vouliez dire, c'est que les États en Occident, parce qu'on parle de l'Occident, on parle de l'Europe et des États-Unis, ces États n'ont jamais venu au secours du peuple iranien dans sa lutte pour le renversement du régime. Alors, dans ce domaine, il ne faut pas qu'on se trompe, parce que ce que je dis, ce n'est pas une attente que les Occidentaux viennent se battre à la place du peuple iranien. Récemment, quand la présidente élue de la résistance iranienne avait une audition au Congrès américain, a été interrogée par un député, par un membre du Congrès qui lui a posé la question, Madame Rajavi, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Il a répondu, je vais vous dire qu'est-ce que vous ne devez pas faire pour nous aider. D'abord, nous ne demandons ni armes ni argent, et ce que nous vous demandons, c'est de ne pas aider le régime et de ne pas être complaisant à l'égard du régime. Et finalement, le reste, le peuple iranien peut s'en occuper. Malheureusement, jusque-là, ça n'a pas été le cas au moment du soulèvement de 2022. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les pays européens ont refusé de placer les gardiens de la révolution sur la liste terroriste. Pendant tous les soulèvements, jamais il y a eu des déclarations d'État, de gouvernement américains ou européens apportant leur soutien total au régime, en prenant des mesures draconiennes au niveau diplomatique à l'égard du régime. Jamais. Des paroles, oui, mais rien de plus. Le peuple iranien n'attend pas que les autres viennent se battre pour lui, mais il demande que son droit à résister soit reconnu et qu'on cesse d'apporter de la crédibilité, de la légitimité, de la respectabilité à un régime qui n'a ni de légitimité, ni de respect, et qui doit être renversé par son peuple. Merci beaucoup, Afshin, pour votre réponse. Alors, Alban voudrait prendre la parole. Je vous écoute, Alban. La même personne qui a posé cette question. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, parfaitement. Alors, c'était plutôt une remarque en fait que je voulais souligner parce que, en clair, de ce que j'ai compris de cette conférence, c'est l'idée de dire que le peuple iranien ne veut pas avoir une aide un peu comme ont eu, entre guillemets, une aide, les Irakiens lors de l'intervention américaine. Alors, c'est doublement impossible parce que, premièrement, il y a un précédent, c'est-à-dire que les Américains ont très mal joué leur rôle par rapport à Saddam Hussein, sans défendre, bien sûr, Saddam Hussein. Et donc, du coup, ce ne serait pas suivi par la communauté internationale, une telle intervention, premièrement. Et deuxièmement, c'est impossible puisque l'Iran est proche de la Russie et d'autres puissances qui pourraient répliquer si jamais il y avait une intervention. Donc officiellement, c'est impossible que l'Occident puisse intervenir contre l'Iran de front. Cela étant dit, d'après les services de renseignement américains et probablement israéliens, l'Iran pourrait être capable de se doter de l'arme atomique dans 2 ans, si on le laisse faire. Donc il est évident que dans les coulisses du droit international, il y aura des interventions comme celles qu'on a vues, qui ne sont pas forcément très propres, mais qui font le travail. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas des mollahs, des gardiens de la révolution fanatiques, obtenir l'arme atomique. Donc ça, c'est une mouvance. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est dans un certain sens. De l'autre sens, il y a le peuple iranien, évidemment, qui est le principal concerné du mode de vie en Iran. Donc je disais juste qu'on peut tout à fait être dans l'opposition, c'est-à-dire dire qu'on est contre le régime des mollahs, et ne pas valider d'interventionnisme, puisque d'une part, officiellement, il n'aura jamais lieu, et d'autre part, que le peuple iranien, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais il faut le dire, que le peuple iranien soit d'accord ou pas, l'Occident interviendra quand même contre les infrastructures de ce régime, parce qu'il ne sera pas question, par exemple, notamment pour Israël, qui est le premier concerné, d'être ciblé par l'Iran en cas d'attaque. Donc en fait,
je dirais qu'il y a un non-lieu de s'inquiéter d'une ingérence étrangère, dans la mesure où, effectivement, je crois que vous parliez du fils du chat, l'idée d'être amené, comme l'ayatollah Khomeini a été amené lui-même en son temps, c'est terminé. C'est une ère qui est révolue, on n'est plus en guerre froide, c'est terminé. Donc c'est pour ça que je disais que ceux qui ont encore une inquiétude, et je terminerai là-dessus parce que j'étais un peu long, ceux qui ont encore l'inquiétude d'être mêlés, je ne sais pas moi, au Mossad, à la CIA ou à je ne sais quel renseignement occidental par rapport à ces luttes-là, elles sont parallèles, ces luttes. Elles ne sont pas du tout dans le même but. Le but des Occidentaux, c'est que ce régime n'ait jamais l'arme atomique comme la Corée du Nord. Le but des Iraniens, c'est d'avoir un régime, je suppose, voilà, au moins démocratique, pluriel, stable, bref. Donc, voilà, je disais juste qu'il ne faut pas forcément croire que l'Occident va se mêler des affaires du monde. C'est le contraire qui est en train de se faire actuellement, en fait. C'était plutôt une remarque. Oui. Je peux répondre? Bien sûr, bien sûr. Votre analyse est très lucide, Alban. J'ai compris un peu le sens de ce que vous dites. Effectivement, je partage en fait cette analyse totalement au niveau du fait que, d'abord, la guerre en Irak a été plutôt contre-productive et placé justement des fantoches comme Chalabi en Irak. On a vu ce que ça a donné. Et l'Irak n'est pas encore sorti de l'auberge. Et c'est évident. Et puis, il n'y a personne pour faire la guerre. Personne n'est aujourd'hui disposé à faire une guerre totale, effectivement. Ça vous l'avez raison aussi. Le fait que l'Occident pense qu'il va continuer à pouvoir maîtriser cette situation par exemple, des bombardements ou par des guerres. Justement, je crois que les derniers développements ont montré que ça ne règle pas le problème. C'est précisément ce que je voulais essayer de dire. Il faut en tirer les conclusions que on ne peut plus fermer les yeux sur l'existence de cette volonté du peuple iranien à renverser le régime, qui est la seule solution pour débarrasser le monde des méfaits des mollahs, et le fait que ce peuple s'est doté d'une résistance qu'il faut le reconnaître. Contourner cette réalité va faire tourner en rond les chancelleries et les gouvernements différents qui jusque-là ont été incapables de gérer cette question parce que précisément ils n'ont pas pris en compte ceci. Je le dis parce que c'est mon intérêt, bien sûr, c'est l'intérêt du peuple iranien, mais ce n'est pas l'unique solution, ce n'est pas une solution parmi d'autres, c'est l'unique solution aujourd'hui pour que le monde se débarrasse du régime des mollahs. En quelque sorte, je dirais que, je peux formuler comme ça, si vous voulez, que jusque-là, le monde pensait que le peuple iranien a besoin de ces négociations, de ces complaisances, des concessions qu'ils font aux mollahs ou de leur intervention pour être libéré. Alors que l'équation est l'inverse, c'est-à-dire le monde s'il veut se libérer du fléau de l'intégrisme et de son épicentre qui est le régime des mollahs, il a besoin du peuple iranien et de sa résistance pour se débarrasser. La vraie équation, c'est celui-ci. Et tant qu'on n'a pas posé la question en bons termes, on continuera justement à avoir une situation qui est insupportable avec les conséquences qui sont encore plus insupportables. Et pour ce qui concerne la volonté de fabriquer des alternatives ou de placer le fils du chat, etc., certains milieux y pensent malheureusement. C'est-à-dire que certains milieux continuent à essayer de contourner cette réalité dont je viens de dire pour se trouver en fait une solution à sa façon qui n'est pas conforme avec la volonté ou le souhait du peuple iranien. Dans le passé, effectivement, on a vu le grand-père de Reza Pahlavi
instauré par un coup d'État des Anglais il y a à peu près 100 ans. On a eu le Shah lui-même par un coup d'État qui renverse Mossadegh, qui était un premier ministre démocrate, qui a été installé en Iran. Et aujourd'hui, on voit que le petit-fils, il est propulsé au devant de la scène alors qu'il n'a aucune compétence et qu'il n'a aucun assise à l'intérieur de l'Iran. Mais vous savez, ces genres de milieux qui poussent à ce genre d'options, comme c'était le cas en Irak, comme vous l'avez soulevé, ils ne réfléchissent pas trop à ce qu'ils vont mettre en place. Ils placent le premier fantoche qui vient sous leurs mains. Et donc, malheureusement, et ça donne des résultats extrêmement catastrophiques. Merci beaucoup, Afshin, pour votre réponse. Alors, nous avons Alice Benamou, qui est ici ce soir avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Alévi, bonsoir à bonsoir, madame. Ma question est toute simple. Quel rôle joue la Chine? Oui. Merci, Alice, merci. La Chine se place comme une sorte de partenaire du régime iranien, du régime des mollahs. Il profite en fait sur le plan économique et en passant des contrats juteux avec les mollahs qui sont très défavorables à la nation iranienne. En achetant du pétrole, en vendant des produits en fait parfois de très mauvaise qualité en Iran, en faisant des concessions notamment au niveau de la pêche dans le Golfe Persique qui sont extrêmement favorables à la Chine. Ce genre de contrats qui sont dénoncés à l'intérieur de l'Iran au niveau de l'environnement, au niveau économique par la population. Et donc, tant que le régime est là, ils vont continuer à en profiter. Ceci dit, je pense que ces options qui envisagent que, par exemple, dans un cas de basculement, la Chine ou la Russie vont se sacrifier pour le régime des mollahs, ça, je n'y crois pas trop. C'est-à-dire, je ne pense pas que l'État, ces alliances ne sont pas des alliances stratégiques, ce sont des alliances, comment dirais-je, de circonstances. Merci Afshin pour cette réponse rapide. Alors j'ai une question de Pierre qui demande, pensez-vous qu'une transition démocratique, qu'elle succède à une chute par épuisement du régime ou à une révolution populaire, échapperait à des influences étrangères qui favoriseront la fragmentation du pays et de la population, y compris par des actions armées, le soutien des factions terroristes, etc. Et il termine par le commentaire suivant, l'Iran démocratique serait en effet une puissance régionale considérable qui pourrait faire de l'ombre à la Turquie, par exemple, ou à Israël. Bon, j'essaie de répondre par la fin. Je pense qu'un Iran démocratique ne fera de l'ombre à personne. C'est-à-dire que, sauf aux dictateurs ou aux gens qui veulent exploiter le peuple iranien. Mais pour ce qui concerne la transition, j'ai essayé de répondre dans mes propos au fait que pourquoi justement l'option du chaos ou la désintégration de l'Iran, c'est une option qui est disons, plutôt improbable, disons, en raison de l'histoire de l'Iran, en raison de la cohésion des populations iraniennes qui forment justement cette nation, de la civilisation qu'il y est, en raison de l'existence d'une alternative patriotique, démocratique, ancrée dans la population, ce qui n'était pas le cas par exemple en Irak. L'une des raisons pour lesquelles en Irak, il a été possible de faire de l'interventionnisme et d'aboutir aux catastrophes qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative démocratique et politique ancrée dans la société, comme par exemple le Conseil national de la résistance aujourd'hui en Iran.
donc tout cela, ce sont des obstacles à ce genre d'options qui sont mises en avant précisément par le régime. Ceci dit, personne ne peut prétendre qu'il ne sera pas, comment dirais-je, devant un certain nombre d'agissements ou un certain nombre d'éléments perturbateurs qui viendront entraver justement la marche d'une révolution vers une société, comment dirais-je, démocratique. Tout peut arriver, c'est-à-dire qu'il suffit de payer des terroristes pour envoyer de laisser des bombes, etc. Ça existe toujours, c'est toujours faisable, on ne peut jamais garantir ceci, mais si c'est le fait de dire que voilà, le peuple iranien lui-même va se désintégrer ou qu'il y aurait une situation chaotique, ben le chaos, il est déjà là. Le chaos, c'est le régime lui-même. Et aujourd'hui, avec le Conseil national de la résistance iranienne et son mot d'ordre qui est Nisha ni Mollah, et l'autonomie pour toutes les minorités ethniques en Iran, c'est les bases d'un front, comment dirais-je, très large de la société iranienne qui est placé sur des mots d'ordre et un plan, le plan en 10 points qui a été présenté par Madame Rajavi, qui est en fait les éléments d'un programme très, très développé, très progressiste, très avancé, qui précisément garantit une république à la fois conforme à la démocratie, à la séparation de la religion et des États, à l'égalité des hommes et des femmes, et à la fin de la peine de mort, au respect de toutes les libertés fondamentales et aussi aux prises en considération de toutes les valeurs de défense des droits de l'homme reconnues par l'humanité. Donc, ce sont des facteurs qui rassemblent aujourd'hui le peuple iranien, qui est las des dictateurs qui se succèdent, qu'il soit le Shah, qu'il soit Khomeini, qu'il soit Khamenei, etc., et qui aspirent vraiment à la liberté. Et je pense que c'est un peuple extrêmement mûr qui sait et qui est suffisamment adulte pour pouvoir aujourd'hui pouvoir sortir de cette obscurité. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Afshin. Vous avez peut-être répondu à la question. Il y avait une question de Michel aussi tout au début que j'avais omis de lire. Vous pensez vraiment que le peuple iranien peut faire tomber le régime? Moi, j'ai envie de rajouter à ça. Peut-être que certains diraient quelle est la raison pour que la troisième solution, qui est le renversement du régime par le peuple, n'a pas abouti jusqu'à ce jour? Peut-être qu'il est intéressant de dire pourquoi, durant toutes ces années, le peuple iranien n'a pas réussi à aboutir. Si vous pouvez répondre à cette question. Oui, là, c'est l'autre facteur qui a été un élément majeur qui a entravé justement la marche du peuple iranien. Bien sûr, la répression a toujours été un facteur. On a été face à un régime qui était extrêmement cruel, qui a dépassé dans la cruauté toutes les normes qu'on pouvait imaginer, qu'on ne pouvait pas imaginer, bien sûr. Mais ça, c'est pas une raison. C'est pas une raison à avancer pour ne pas avoir pu renverser le régime jusqu'à ce jour-là. Le prix a été très lourd. Il y a pratiquement aucune famille iranienne qui n'a pas enduré justement des horreurs de ce régime. Et le peuple est déterminé à renverser le régime. Il s'est soulevé. Je pense qu'il y a rarement un peuple qui, dans un siècle, ait effectué 2 révolutions, la révolution constitutionnelle de 1906, la révolution de 1979, le soulèvement en faveur de Mossadegh en 1900, dans les années 50, au début des années 50, et que en l'espace de 2017 jusqu'à 2023, 5 grands soulèvements à l'échelle nationale. Donc le peuple s'est soulevé, il a montré sa détermination. Le facteur qui a été
entravant, c'est précisément l'autre élément, le facteur extérieur, c'est-à-dire l'attitude du monde, l'attitude de la communauté internationale, plus précisément l'attitude des pays occidentaux, qui ont toujours pensé dans cette logique de maîtriser le régime par des concessions. Prenons un exemple tout simple, vis-à-vis de la question des otages que le régime prend. C'est un des comportements inhumains que ce régime a mis en place pour survivre. Comment le monde s'est comporté vis-à-vis de ce phénomène de prise d'otages d'innocents pour faire du chantage? Chacun, dans son coin, a négocié, a fait des concessions, donné de l'argent ou accepter les demandes du régime pour entraver la marche de la résistance iranienne, pour entraver l'opposition iranienne dans tel ou tel pays, pour libérer un otage. Au lieu de s'unir, de parler d'une seule voix, d'exiger la fin des prises d'otages et menacer le régime de coupure des relations diplomatiques. Et résultat, c'est que ça fait pratiquement 40 ans qu'il y a continuellement des prises d'otages. Et dès qu'on libère un otage, il y a un autre otage qui est pris et qu'on continue avec cette... Et personne ne tire une leçon de cette attitude qui est le fruit d'une attitude que je taxerais de lâcheté de la part des pays occidentaux. Or, ce comportement a amené, par exemple, dans fin des années 1990, les États-Unis à placer les Moudjahidines du peuple et le Conseil national de la résistance sur sa liste terroriste en disant que nous le faisons pour faire des concessions à Khatami, qui est un modéré qui est arrivé au pouvoir. Un mollah qui est arrivé, qui est modéré en plus. Et puis, la même chose, l'Angleterre en 2001, l'Union européenne en 2003, 2002, il fait pareil. Et puis, la France en 2003, il agit pour taxer de terroristes l'ONPI. L'Union européenne également. Il a fallu... qu'est-ce que ça veut dire, ces inscriptions sur les listes terroristes qui ont eu lieu? Ça voulait dire que vous, peuple iranien, vous, résistance iranienne, vous n'avez pas le droit de résister au mollah, comme par exemple le peuple français a résisté devant l'occupation nazie. Ça voulait dire ça. Et il nous a fallu pratiquement 10 ans de bataille juridique aux États-Unis, en Union européenne, en Angleterre, en France, etc., pour que les décisions de justice des pays démocratiques ordonnent aux États qui avaient fait des concessions au régime des mollahs, tout en sachant que la résistance iranienne n'était pas terroriste, de les placer sur les listes terroristes. Ces décisions de justice ont finalement obligé les États et les gouvernements de reculer et de sortir et de blanchir la résistance iranienne. Pas parce qu'on a fait un travail de lobby, parce qu'il y a eu des décisions de justice. Ça ne voulait pas dire que nous avons changé. Nous n'avons jamais été terroristes. C'est parce que ces gouvernements qui avaient fait des concessions au régime pour faire plaisir devant le chantage, pour un otage, pour les négociations sur le nucléaire, etc., avaient cédé au régime des mollahs, ont été obligés de reculer. Alors tout cela, ça voulait dire énormément d'argent, énormément de temps et d'énergie de cette résistance qui sont consacrés à, comment dirais-je, se défendre. Au lieu de l'aider, on a mis des bâtons dans les roues. Et on continue à le faire, c'est-à-dire qu'on continue à regarder par exemple les débats télévisés quand on parle de l'Iran, etc. Et dès qu'on parle des Moudjahidines du peuple, ceux-là, ce sont des marxistes islamistes, ils n'ont pas de popularité en Iran. Et c'est dit par des gens qui n'ont pas mis les pieds en Iran depuis des années et qui ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Et qui sont inconscients de l'existence, par exemple, des unités de résistance aujourd'hui en Iran et du rôle qu'ils jouent aujourd'hui dans tout le pays. Mais malheureusement,
les lobbies sont toujours là, les intérêts sont toujours là, et ils vont continuer à véhiculer ce genre de propos ou à placer précisément, à mettre en avant un fils du chat ou un autre fantoche devant pour contourner la véritable question. La véritable question qui est que le régime sera renversé que par le peuple iranien et sa résistance. Merci Afshin, oui, vous avez très bien répondu à cette question. C'était très clair en fait. Voilà la raison pour laquelle le peuple iranien peut-être n'a pas réussi jusqu'à présent. Justement, ce sont des raisons un peu plus extérieures, notamment par les attitudes extérieures, occidentales vis-à-vis du régime et la complaisance, en effet, avec le régime iranien. Alors, on a eu 2 autres questions qui m'ont été envoyées, mais avant tout, j'ai Isabelle qui voudrait prendre la parole. Je voudrais juste rappeler que nous terminons la conférence à 21h. Donc, voilà, Isabelle, je vous écoute. Merci, je vais essayer. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Merci. Je vais essayer d'être bref. En fait, je voulais rebondir sur les aspects juridiques, parce que c'est un peu ma partie. Oui. Et effectivement, le Conseil de la résistance a dû batailler pour faire reconnaître son droit à résister et donc le fait d'être exclu des listes. Il n'en demeure pas moins qu'au jour d'aujourd'hui, pour une fois, un certain nombre d'opportunités existent devant les juridictions internationales pour aborder certaines questions différemment. Par exemple, la France, sur la théorie des otages, enfin sur la pratique des otages, a saisi la Cour internationale de justice. Et je pense qu'effectivement, il serait intéressant de pouvoir amener les autres pays européens, dont la Suède, qui a un représentant qui s'est fait assassiner récemment et qu'il y en a un autre qui est toujours détenu. Enfin bref, les 12 ou 13 pays, alors occidentaux ou pas, d'ailleurs, c'est pas le sujet, tous ceux qui ont des otages, de faire en sorte, puisque la Cour internationale de justice ne connaît que les démarches faites par les États, de faire en sorte que l'ensemble des États concernés puissent se joindre à la démarche de la France, parce que l'Iran a reconnu la compétence obligatoire de la Cour depuis 2023. C'est une opportunité à ne pas louper. Deuxième point, du côté, le statut qui est fait aux femmes en Iran est de telle nature que, me semble-t-il, au regard de, bon, ça a mis quasiment 10 ans, mais la Cour pénale internationale, qui, elle, ne traite pas que des États, les ONG ont un certain rôle, etc. L'Iran ne la reconnaît pas, mais c'est pas le sujet, puisque quand les droits fondamentaux sont pris à part, enfin bref, on peut arriver à introduire des débats. Donc, le fait que des mandats d'arrêt aient été enfin délivrés contre les plus hautes autorités talibanes au regard de la politique à l'égard des femmes me paraît être un point de départ utile pour mener une action à peu près de la même manière en termes de saisine, ou joindre, parce qu'on peut toujours se joindre aux actions et aux cas, ou joindre une action en disant, mais que, en tout cas en Iran, au regard notamment de la dernière loi, je sais pas, la chasteté, la joie et la bonne humeur. Oui. Donc que c'est effectivement une forme d'apartheid, en tout cas de négation des droits fondamentaux des femmes, et ça fait partie, me semble-t-il, en termes de que peut-on faire, puisqu'en fait c'est un peu aussi l'objet de comment peut-on aider la résistance à être plus visible et quelles actions peut-on mener. Nous, ça ne peut être que des actions ou de lobbying ou de plaidoyer ou des actions juridiques. Il me semble que ça pourrait être un des éléments vers lesquels on pourrait se tourner. J'ai vu qu'il y avait l'Iran Justice qui travaille sur certaines choses. Enfin, bon, moi, je n'anticipe pas, mais je pense qu'effectivement, ce sont des actions juridiques avec écho médiatique qui doivent être menées. Et par ailleurs, il y a un certain nombre d'instances qui présentent, par exemple, le droit des constituantes, etc. Ça ne serait pas inintéressant d'avoir un séminaire devant la Cour de casse ou devant le Conseil constitutionnel en disant, ben voilà, nous, on est en train de créer notre constitution, on imagine des choses. Alors évidemment, c'est pas encore, vous n'avez pas encore les élus, c'est pas encore, mais c'est de montrer la réflexion. Ça peut être aussi une façon médiatique de faire savoir. Je me tais parce que je suis très bonne. Non, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Très intéressant. Juste, on a pris la décision d'augmenter de 15 minutes la durée de la conférence, étant donné qu'il y a plusieurs questions. Excellent. Et une autre personne qui souhaite parler. Je réponds.
Je vous en prie. Oui, de toute façon, je pense que ces différentes voies que vous soulignez, voies juridiques, en fait, elles sont toujours extrêmement utiles et aucun ne doit être écarté, à mon avis, pour mettre la pression sur le régime. Il y a dans le domaine du comportement du régime vis-à-vis des femmes, effectivement vis-à-vis des prisonniers politiques et des massacres qui ont été perpétrés, notamment dans les années 80 ou dans 88, où le rapporteur spécial de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme en Iran, avant de quitter son poste et de passer à son successeur, a donné un rapport dans lequel il a reconnu qu'il y avait eu génocide et crimes contre l'humanité. Et ce rapport extrêmement riche et extrêmement important, même si elle ne peut pas aborder tout l'aspect des crimes et des massacres que le régime a commis, est un élément et un facteur qui doit être justement poursuivi devant une juridiction, mais pour l'instant, aucun État n'a pris en main ce facteur. Il est en train, les juristes sont en train de travailler et d'étudier pour essayer de trouver une voie. Et effectivement, je pense que aucune de ces options ne sont à exclure. Il y a aussi la pression qu'on peut, pour les voix qu'il y a devant une personne qui veut, ou un groupe qui veut aider la résistance, c'est de mettre la pression au niveau, par exemple, au niveau des gouvernements et au niveau des États pour que justement ils s'impliquent dans ce genre de démarche ou dans la démarche de placer, par exemple, les gardiens de la révolution sur les listes terroristes, ce qu'aucun gouvernement européen, comme je l'ai dit, ne l'a fait pour l'instant, alors que le Parlement européen a voté que cette inscription se fasse. Les États ont pour l'instant retardé et ont repoussé en fait cette décision qui aurait pu être un signe très important pour le peuple iranien, de faire comprendre que sa lutte contre les gardiens de la révolution est une lutte légitime. Oui, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que tous ces pas pourront être extrêmement utiles et aucun ne doit être exclu, à mon avis. Merci Afshin pour votre réponse. Je vais donner la parole maintenant à Gisèle. Gisèle, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc je ne suis pas Gisèle, en fait, je suis Sylvie Caria. Je suivais la conversation depuis tout à l'heure et j'ai juste changé d'appareil de connexion. Oui, bonjour. Donc vraiment ces échanges ce soir sont vraiment passionnants, les questions sont magnifiques. Et donc j'aborde un sujet qui est rarement abordé, mais voilà, dans un changement de régime, il y a des influences diplomatiques, bien sûr, éventuellement guerrières, mais on ne parle pas assez du business, c'est-à-dire du monde des affaires. Donc, quelles sont ses positions? Où en est-il ce monde des affaires au niveau mondial? Quelle crainte a-t-il et quelles sont ses opinions? Est-ce qu'il a une représentation des croyances? Comment vous le voyez, ce monde-là, et quelle pourrait être son influence sur le changement démocratique en Iran? C'est une très bonne question. Disons que dans l'expérience qu'on a eue, surtout dans la période, comment dirais-je, dans les années 2000, au début des années 2000, le monde des affaires a toujours poussé le monde diplomatique à cette option de complaisance avec le régime des Mollahs, de s'entendre avec le régime des Mollahs et de trouver justement un moyen où les intérêts
pouvaient être défendus, notamment, par exemple, pour la France, au moment de la guerre en Irak, a essayé de compenser la perte d'un allié qui était l'Irak de l'époque et des investissements qui étaient faits là, a essayé de renouer avec l'Iran, des mollahs. Donc énormément de contrats qui sont passés à cette époque-là, après un rapprochement dont d'ailleurs la résistance iranienne a fait les frais, parce que le régime contre justement les contrats juteux avait demandé que justement la résistance soit maîtrisée. Et par exemple, Total a passé des accords extrêmement importants à cette époque-là. Ensuite, il y a eu en 2015, avec l'accord sur le nucléaire, un déferlement des sociétés françaises en Iran pour essayer de renouer des relations après l'éventualité d'un embargo qui sera levé, etc. Et donc ça a poussé plutôt dans ce sens-là. Ils ont été déçus parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont commencé à connaître le fonctionnement du régime dont une économie totalement fermée par la mainmise des gardiens de la Révolution, avec des lois qui étaient très défavorables aux entreprises étrangères et qui demandaient à la fois l'investissement, l'argent et la technique et le savoir-faire à venir là-bas et investir sur quelque chose dans un pays qui n'avait pas de stabilité suffisante pour ces entreprises. Et donc, et puis, finalement, l'accord sur le nucléaire a chapeauté et que le régime a triché et puis les États-Unis se sont retirés. Et c'est une situation d'embargo qui a fait que les entreprises européennes, par exemple, n'avaient plus de présence comment dirais-je, significatif en Iran, sauf en détournant l'embargo. Il y en a eu qui ont essayé de vendre des choses au régime des mollahs en détournant justement les embargos, mais en prenant des risques. Donc aujourd'hui, je pense que les entreprises, les grandes entreprises ou les petites entreprises, n'ont pas de perspective sous ce régime actuel, à moins qu'il y ait, par exemple, un accord avec les négociations qu'on a vues qui aboutit, c'est que tout bascule, que le régime accepte d'abandonner son programme nucléaire, etc., et que l'embargo soit levé, les entreprises aillent en Iran, etc. Et, comment dirais-je, une perspective imaginaire se présente en Iran alors que les mollahs et les gardiens de la révolution sont toujours là, ce qui me paraît quelque chose de totalement impossible. Et je pense que beaucoup en Occident l'ont compris. Donc je pense que l'intérêt de tout le monde est aujourd'hui que le régime puisse réellement changer, être renversé. Et je ne vois pas d'autres issues pour l'instant pour que économiquement, il puisse avoir des échanges dignes de ce nom et équitables entre l'Iran et d'autres pays. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci beaucoup. Merci infiniment pour votre réponse. Je vais pour finir, avant de finir, je vais lire une question qui a été envoyée par une personne, alors qui dit en fait que la situation en Iran est terrible pour l'ensemble des populations. Souvent, j'en discute avec une amie iranienne, ex-collègue, on évoque la lourde responsabilité de l'Occident bien avant la chute du Shah, en passant par Mossadegh, l'accueil de Khomeini en France, la rupture des négociations sur le nucléaire lors du premier mandat de Trump, mais aussi les responsabilités de la Chine et de l'URSS. Que dire maintenant des Moudjahidines en France, mouvements divisés où des mafias se sont introduites?
soutenir le mouvement démocratique, bien entendu, mais au profit de qui? Le fils du Shah, la classe politique iranienne a été laminée, elle est présente surtout à l'étranger et divisée. Voilà, c'est à peu près ce que vous voulez dire. La dernière partie de la question, vous pouvez le répéter? Que dire? La dernière partie, il dit soutenir le mouvement démocratique, bien entendu, mais au profit de qui? Le fils du Shah, où la classe politique iranienne a été laminée et elle est divisée en quelque sorte. D'accord. Et à propos des Moudjahidines, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, à propos des Moudjahidines, il dit, voilà, apparemment, il y a des infiltrations au sein des, si j'ai bien compris, c'est ce qu'il veut dire. Comment, à la fin de son commentaire, il dit aussi que moi, j'avais connu avant certains Moudjahidines qui étaient basés à Auvers-sur-Oise. J'en avais parlé à des collègues qui disaient que, voilà, il faut vous méfier car le régime des barbus a infiltré les réseaux d'opposants par le biais de mafia, d'où ma méfiance. Voilà, il voudrait savoir comment. Faudrait-il se méfier en s'approchant des Moudjahidines ou pas? Voilà. Oui. Bon, très bonne question en fait. Effectivement, il est vrai que le régime des mollahs est extrêmement actif dans l'infiltration des milieux d'opposants. Et vous avez raison de le souligner. Et que, en fait, c'est sa principale préoccupation. Donc, il investit énormément là-dessus. Chaque famille d'opposants est persécutée à l'intérieur de l'Iran. Et à l'extérieur, on essaye de contourner, de créer des transfuges, etc., pour essayer parce que c'est une question de survie. Le régime a compris mieux que quiconque, mieux que tout État étranger, que le danger vient d'où? Que le danger vient du soulèvement et de la résistance à l'intérieur. Donc, c'est pour cela qu'il consacre énormément là-dessus. Maintenant, ce régime, il a un comportement également très, très compliqué au niveau de l'opposition. Il a tout fait pour essayer d'infiltrer les opposants et de faire en sorte que certains groupes d'opposition dont nous connaissons, de petits groupes, qui ont été, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Iran, sont certains même, comment dirais-je, pilotés par des éléments des services secrets du régime des mollahs. L'entourage, par exemple, du fils du Shah est imprégné par des éléments qui, il y a 2 ans, étaient à l'intérieur de l'appareil du système de renseignement ou de l'appareil de propagande du régime actuel. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, le fils du Shah, il n'a pas de stratégie, mais il mise sur quoi? Il mise sur des gardiens de la révolution ou des milices. C'est pour ça qu'il a donné un code aux miliciens, aux gardiens de la révolution, de lui envoyer des messages pour se joindre à lui. C'est-à-dire que le recrutement de l'appareil qui est disons monarchique, du système monarchique qui était installé sur la répression de la police politique, la SAVAK et l'armée, etc., à l'époque du Shah, aujourd'hui, quand il voit son avenir uniquement en investissant sur les forces de répression ou des renseignements. Donc, ce genre d'analyse, ce genre de calcul vis-à-vis du régime des mollahs est toujours très, très dangereux parce que, par exemple, c'est l'erreur que le parti Toudé, le parti communiste Toudé, qui était très inféodé à l'époque au KGB et qui a trahi Mossadegh à l'époque en 1953, quand il y a eu le coup d'État de la CIA contre Mossadegh. Quand Khomeini est arrivé en Iran, le parti Toudé a dit « Bon, nous allons infiltrer Khomeini, on va s'allier à Khomeini et finalement, on va prendre en main les choses. »
Mais Khomeini était beaucoup plus malin, c'est-à-dire qu'il s'est servi du parti Toudé et quand il n'en avait plus besoin, il a arrêté tout le monde et puis il les a décapités. Donc, c'est un peu ce qui peut arriver aussi, comment dirais-je, à cette tentative de récupération des gardiens de la Révolution de la part du fils du Shah, en disant que les gardiens de la Révolution seront les garants de l'intégrité de l'Iran de demain. Or, cette phrase, en fait, il ne passe absolument pas dans la tête d'un Iranien digne de ce nom, qui a vu les gardiens de la Révolution violer sa fille, exécuter son fils, emprisonner son frère, etc. Crever l'œil. Oui, et les horreurs qu'on connaît. Donc, c'est un discours qui est très décalé de la réalité iranienne, bien sûr, mais bon, c'est le cas. Maintenant, vous parlez des Moudjahidines du peuple. Les Moudjahidines du peuple, ils ont, ou le Conseil national de la résistance iranienne, ils ont été extrêmement, comment dirais-je, stricts sur le non-approche vis-à-vis du régime des mollahs. C'est-à-dire ils ont jamais fait de concession à l'égard de ce régime et ils ont été très méticuleux et c'est ceux qui connaissent très bien justement ce régime. C'est pour ça que le régime n'a jamais réussi à infiltrer au sommet de cette entité. Il a fait pression, il a arraché des gens, il a trouvé des transfuges, mais il n'a pas pu justement arriver à prendre en main justement l'appareil de résistance et parce que on était très méfiant à l'égard du régime et très méticuleux pour ne pas se laisser infiltrer par des éléments de ce régime. De ce point de vue, je pense que l'une des chances aujourd'hui de la résistance, c'est précisément le fait d'avoir été fidèle à ces lignes rouges, ces marges de manœuvre, et ne pas être opportuniste à ce point pour se faire des alliés ou pour aboutir à son objectif de s'allier avec n'importe qui ou de faire des concessions à n'importe qui. Et compter sur lui-même, compter sur ceux sur lesquels il fait confiance et qui ont montré justement leur intégrité. Et c'est comme cela que cette résistance a pu rester debout et survivre à toutes ces années de répression, ces années d'horreur, toutes ces années de désinformation, de diabolisation, et continuer sa voie et justement être respecté aujourd'hui par la population iranienne. Et je pense que de ce point de vue, le régime fait tout pour la discréditer, pour donner l'étiquette comme quoi, bon, de toute forme d'étiquette, terroriste, secte, etc., tout ce que vous pouvez imaginer ont été dit, qui sont vendus à telle force étrangère, à tous les pays. Finalement, si vous écoutez le régime, on a été vendu à tous les pays du monde. Mais la réalité, c'est que la chance de cette force, c'est que son indépendance, y compris son indépendance financière. Il n'a jamais reçu de l'argent d'un État, et Mme Rajavi l'a rappelé, on ne vous demande pas de l'argent aux États, au gouvernement, parce que nous ne voulons pas être dépendants de telle ou telle puissance ou, comment dirais-je, telle ou telle compagnie ou firme étrangère, et que on compte sur notre propre peuple et tous les gens, les citoyens du monde qui précisément sympathisent avec cette résistance et ont compris que c'est une chance pour l'avenir à la fois de l'Iran, mais aussi pour l'avenir du monde. Donc voilà, je pense que le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites confiance aux militants que vous croisez qui sont favorables à cette résistance et qui ont consacré leur vie à lutter et qui ne demandent rien pour eux-mêmes.
Effectivement, merci. Merci Afshin. Voilà, il faut faire confiance à ceux qui ont sacrifié toute leur vie pour une chose, c'est la liberté des Iraniens et ils n'ont rien demandé en retour. Alors, nous arrivons à la fin de cette visioconférence. Il est 21h16. Donc, j'espère que la visio de ce soir a pu éclairer mieux la situation actuelle pour vous. Je remercie chaleureusement Monsieur Afshin Alavi pour son temps, le temps qu'il a consacré ce soir pour le CSTHI. Et puis, et enfin, je remercie vous toutes et tous pour votre présence et la participation active au débat de ce soir. Très bonne soirée à tous. Merci à vous tous. Bientôt. Merci à vous tous qui avez enrichi ce débat et je suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Merci. Très bonne soirée. Au revoir. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.